Madame, Monsieur, bonjour. La vieille Europe de nouveau victime du terrorisme après Paris, Berlin, Nice et alors que Bruxelles rendait hommage aux victimes des pires attentats de son histoire survenus il y a tout juste un an. Londres a été frappée par une attaque meurtrière aux abords du palais de Westminster qui abrite le Parlement britannique. 3 personnes ont été tuées, dont un policier. Le terroriste, un citoyen britannique, a finalement été abattu par les forces de l'ordre. Les autorités sont convaincues qu'il était sous l'influence d'un mouvement djihadiste, mais pour l'heure, son identité n'a pas encore été révélé, mais il était connu des services de police. L'attaque a également fait environ 25 blessés, parmi eux 3 étudiants du lycée Saint-Joseph de Concarneau dans le Finistère en voyage scolaire dans la capitale anglaise. 2 des élèves sont grièvement blessés, mais le pronostic vital n'est plus engagé. Jean-Marc Ayrault, le ministre français des Affaires étrangères, est arrivé à Londres à 9h30 ce matin. Il s'est rendu au chevet des élèves hospitalisés et vers midi, une minute de silence a été observée au Parlement. Retour sur les faits de cette attaque qui a bouleversé les Britanniques ainsi que l'opinion publique occidentale. On fait le point sur l'enquête tout de suite avec Myri Maman. L'enquête avance rapidement au Royaume-Uni. Dans la nuit de mercredi à jeudi, 6 perquisitions ont été menées simultanément à travers le pays. 7 personnes ont été arrêtées. Des centaines de détectives ont travaillé toute la nuit et mené des perquisitions dans 6 appartements. Ils ont pu arrêter 7 personnes. Les recherches se poursuivent à Birmingham, Londres et le reste du pays. L'une des opérations a eu lieu à Birmingham, dans cette maison. Les médias affirment qu'il s'agit du bâtiment d'où le terroriste serait parti avant de se rendre sur le pont de Westminster à bord d'un 4x4. C'est là qu'à 15h, il percute des passants. Je marchais vers la station et il y a eu un gros bruit et une voiture nous a foncé dessus et a embarqué des piétons et ils étaient au sol. Tout le monde a tenté de s'enfuir par les barrières en face de Big Ben. L'assaillant abandonne ensuite son véhicule pour se diriger vers l'entrée du Parlement où il poignarde un policier. Les autorités britanniques confirment que l'agent tué n'était pas armé. Notre équipe de protection du Parlement se compose d'officiers de police dont certains sont armés, d'autres non. Et malheureusement, l'officier qui a perdu la vie aujourd'hui n'était pas armé. Il était accompagné de collègues armés qui ont tiré et abattu l'assaillant. Des nouvelles images du drame parviennent aux enquêteurs, comme celle-ci filmée de loin, où l'on voit la voiture percuter des piétons et un corps tomber dans la Tamise. La Première ministre a appelé mercredi soir les Londoniens à continuer à vivre normalement. Je voudrais être absolument claire. Comme je l'ai déjà dit par le passé, toute tentative de porter un coup à nos valeurs échouera. Malgré l'attentat qui a frappé le cœur de la capitale britannique, le niveau d'alerte, déjà très élevé, restera inchangé. Le niveau de menace contre le Royaume-Uni est élevé depuis un moment et ce niveau de menace ne change pas, mais nous avons élargi le spectre de nos opérations de police pour protéger toutes les communautés à travers le pays. Si toutes les hypothèses sont envisagées, c'est bien la piste d'un attentat islamiste signé Daesh qui est privilégiée. Et sur place à Londres, la correspondance d'Anaïs Cordoba. Bonjour, quelle est l'ambiance ce matin à Londres ? Londres s'est réveillée ce matin dans la tristesse. Dans la ville, plusieurs drapeaux sont en berne. Beaucoup d'hommages à la mémoire du policier tué, un père de famille de 48 ans. De nombreux députés ont salué sa mémoire. Certains londoniens ont déposé des gerbes de fleurs près des lieux de l'attaque. Voilà, à part la zone du Parlement qui est toujours réservée aux enquêteurs, pas de grands changements. Les Londoniens se rendent au travail normalement, mais les visages sont tristes et inquiets. Alors selon les dernières informations données par Scotland Yard, l'homme a agi seul. Mark Rowley, le commandant de l'unité antiterroriste de Scotland Yard, a refusé de confirmer qu'il était de nationalité britannique. Donc voilà, peut-être une piste. Au moment de l'attaque, le suspect a été décrit comme un homme barbu, vêtu de noir. Et les alentours du Parlement britannique et le pont de Westminster sont des secteurs extrêmement fréquentés par les Britanniques et les touristes. À l'heure de l'attaque, les rues étaient bondées de monde. Je propose d'écouter quelques témoignages recueillis quelques minutes après l'attaque. Regardez. J'étais en train de marcher sur le pont et je venais de dépasser un groupe de touristes chinois qui prenaient des selfies devant Big Ben et j'étais en train de parler de ce que nous avions prévu les 2 prochains jours à Londres et tout à coup j'ai entendu un bruit sourd. Ça ressemblait à un accident de voiture, comme s'il y avait eu un choc entre voitures. Ensuite j'ai vu le 4x4 monter sur le trottoir et il arrivait très rapidement vers nous. J'ai vu des personnes être percutées devant moi. James, la personne avec qui j'étais, a crié
écartez-vous tous. C'est arrivé tellement vite, j'ai sauté sur le côté gauche de la route, je pense qu'une personne a été atteinte. Heureusement, j'ai pu échapper à la voiture et ensuite j'ai regardé autour de moi et c'était choquant parce qu'il y avait des corps et des gens, c'était très choquant. J'étais installé dans le café Nero et je m'apprêtais à m'asseoir et j'ai commencé à entendre des bang, 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 des sons très forts. Je n'ai pas réalisé immédiatement qu'il s'agissait de coups de feu. C'était plutôt bruyant. J'étais peut-être à 10-15 mètres de la scène. Ensuite, je n'ai pas pensé indispensable de me lever pour partir. Je pensais que c'était sûrement des touristes avec des feux d'artifice ou autre chose. Je me suis un peu déplacé et j'ai vu des gens courir dans tous les sens et je me suis dit, mais pourquoi ces gens courent? Je me suis encore un peu plus avancé et j'ai vu une voiture emboutie dans le mur du Parlement et j'ai cru voir quelqu'un sous la voiture à ce moment-là, mais c'était assez trouble dans mon esprit. La voiture était complètement détruite après ce choc contre le mur. J'étais en train d'attendre que le feu passe au vert pour traverser quand j'ai vu une voiture grise accélérer et passer devant moi. Et juste au coin de cette rue, devant une boutique, il y a eu la première personne percutée. Au départ, j'ai pensé que le conducteur du véhicule avait perdu le contrôle. Après quelques mètres, deuxième personne touchée, puis une troisième. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que quelque chose de terrible était en train de se passer. La voiture a continué sur le trottoir, mais je l'ai perdu de vue. Je n'ai pas vu tout ce qui s'est passé sur le pont, mais il y avait beaucoup de personnes sur le trottoir et le 4x4 a continué à foncer dedans. De nombreuses personnes, donc Maurice Yvergan, Jonathan Serrero, bonjour. Alors hier, c'était le bien triste anniversaire de l'attentat de Bruxelles, en Belgique. Le même jour, cet attentat à Londres, on connaît le terroriste, son identité n'a pas encore été révélée et il était connu des services de police. Oui, si l'identité n'a toujours pas été révélée à la presse, c'est tout simplement pour essayer de mettre la main sur des réseaux, des complices qui pourraient toujours être en cavale. Maintenant, c'est vrai que ce terroriste qui a été tué lors de l'attaque était connu des services secrets britanniques. Le M15 l'avait déjà interrogé, mais on avait considéré à l'époque que c'était finalement une espèce de sympathisant marginal et qui ne présentait aucun danger. Donc il avait échappé au radar du M15, ce qui prouve que finalement, même un petit poisson, comme on a coutume de dire dans ces milieux, peut devenir un requin le moment venu. Et c'est extrêmement difficile de prévenir ce type d'attentat de loup solitaire qui un beau matin, grâce à cette mouvance djihadiste, parvient à mener à bien une attaque contre des Jonathan Serrero, Maurice vient de le dire, il était connu du MI5. Pourquoi on ne révèle pas l'identité ? Pour des raisons peut-être de sécurité, le Scotland Yard a des méthodes rompues à des méthodes et sait travailler pour éviter ce genre de catastrophe. Mais il faut savoir, Valérie, qu'il y a tout juste un mois, Scotland Yard avait émis un avertissement sur un possible attentat à Londres et avait relevé son niveau d'alerte d'important à grave. C'est le 4e échelon dans le niveau d'alerte attentat en Grande-Bretagne. Et le ministre français des Affaires étrangères s'est rendu ce matin à Londres pour exprimer sa solidarité, celle de son gouvernement, mais aussi pour se rendre au chevet des victimes de l'attentat. Vous savez, parmi les blessés, 3 jeunes Français de l'école Saint-Joseph de Concarneau dans le Finistère. Ils étaient juste en voyage scolaire et ils ont été percutés par la voiture du terroriste. Ces étudiants bretons de classe de seconde sont vraiment gravement blessés, mais leur vie n'est pas en danger. Des cellules psychologiques ont été mises en place à Londres, mais aussi au lycée qui a réouvert ses portes ce matin. Les parents des élèves blessés ont rejoint l'Angleterre ce matin en avion militaire. Myri Maman. Ils étaient en voyage scolaire pour se familiariser avec l'anglais. 90 élèves de seconde du lycée Saint-Joseph de Concarneau visitaient Londres depuis dimanche. Une trentaine d'entre eux se promènent sur le pont de Westminster lorsque la voiture bélier les percute. J'étais juste à côté quand cela s'est passé. Là maintenant, ça va déjà mieux. Mais au début, beaucoup de gens pleuraient. Une personne a fait un malaise. Je n'ai entendu que 2 coups de feu. Il y avait 3 ou 4 personnes allongées par terre derrière moi. Rapidement à Concarneau, le standard de l'établissement est pris d'assaut par les familles. Elles vont finir par se rendre directement au lycée. C'est là qu'elles apprennent que 3 jeunes ont été sérieusement blessés, 2 d'entre eux plus particulièrement. Mais leur vie n'est pas en danger. À Londres, les blessés sont rapidement pris en charge par les services de secours. Nous en saurons davantage tout à l'heure, puisque les
FBC sont à l'hôpital ici. Dès que nous pourrons avoir des informations, nous vous les communiquerons. Les contacts entre autorités britanniques et françaises sont permanents. Je sais qu'ils sont pris en charge à l'hôpital Saint-Thomas dans des conditions qui sont les meilleures, bien entendu. Un avion de la Défense est affrété pour amener les parents des 3 lycéens à leur chevet le plus rapidement possible. Ils atterriront finalement à 22h30. Le lycée de Concarneau ouvrira ses portes normalement. Une cellule psychologique est à la disposition du personnel de l'établissement et de ses élèves. Un véhicule lancé sur une foule, des attaques à la machette ou au couteau, ce n'est pas la première fois que cette façon d'opérer est adoptée par les terroristes. Andrea Benisti analyse pour vous ce mode opératoire. Regardez. Une attaque à la voiture bélier puis à l'arme blanche, un mode opératoire déjà observé en 2013 dans la capitale britannique. Deux londoniens d'origine nigériane renversent et tuent le jeune soldat Lee Rigby avant de le larder de coups de couteau. En 2014 au Canada, même rituel morbide, un citoyen de 25 ans sympathisant des thèses djihadistes fonce au volant de sa voiture sur 3 militaires. Un soldat est tué, l'autre blessé, il s'extirpe du véhicule, couteau à la main avant d'être tué. De son côté, l'Europe doit aussi faire face à ce type d'attaque. En exemple, l'attentat du 14 juillet à Nice. Un camion conduit par un homme d'origine tunisienne, Mohamed Lawesh Boulel, fonce dans la foule pendant les feux d'artifice organisés en l'honneur de la fête nationale. Au volant de son véhicule, l'homme tue 86 personnes et fait 400 blessés. La police parvient à neutraliser le terroriste avant sa sortie du camion. Le 19 décembre 2016, l'Allemagne est à son tour endeuillée. Un Tunisien au volant de son camion appuie sur l'accélérateur au milieu du marché de Noël. Le mode opératoire est similaire. Les 2 dernières attaques de ce type ont été revendiquées par l'État islamique. Maurice, malheureusement, connaît bien ce mode opératoire en Israël. Oui, c'est un mode opératoire qui porte la signature de Daesh, le chef de l'État islamique, du califat, a demandé à tous les fidèles d'utiliser tous les moyens à leur disposition, leurs camions, leurs voitures, pour perpétrer des attentats. Et c'est un phénomène qu'on a connu il y a déjà quelques années en Israël, où un beau matin, quelqu'un se lève et décide d'utiliser son véhicule comme une arme et lance sa voiture sur une station d'autobus ou une station de train et perpètre un attentat. Ça ne demande vraiment aucun moyen. De la même manière, on a vu aussi l'intifada des couteaux, des Palestiniens qui ont utilisé soit un tournevis, soit un couteau de cuisine, soit n'importe tout ce qui leur tombait sous la main pour perpétrer des attentats. Ce qu'on a appelé au début des attentats perpétrés par des loups solitaires qui n'avaient aucun lien l'un avec l'autre. Or, il s'avère qu'il s'agit de directives très précises transmises par l'État islamique. Mais les actions de ces loups solitaires, elles sont plus difficiles à anticiper, Maurice Fergan? Bien sûr qu'elles sont plus difficiles à anticiper. Toute la question est la question du renseignement. Il faut pouvoir identifier les individus, les potentiels, les terroristes potentiels, avant même qu'ils perpètrent leur attentat. Alors maintenant, aujourd'hui en Israël, on a des moyens. Il y a des services qui sont essentiellement consacrés à l'analyse des mails et des messages Twitter et des messages Facebook pour isoler des personnes qui pourraient présenter un risque d'attentat et de faire des enquêtes et des arrestations préventives. C'est en Israël la méthode utilisée. C'est celle qui manque encore en Europe et on l'a vu encore hier, il y a toujours des gens qui passent par les mailles du filet. Et concernant les moyens et les modes de fonctionnement pour juguler toutes ces attaques, Israël a choisi la méthode des blocs de béton à installer aux abords des tramways et des stations d'autobus. C'est aussi la méthode employée par les autorités britanniques, les services de sécurité britanniques qui vont aussi prendre exemple sur Israël. Ils sont en train d'installer des blocs de béton devant le Parlement, mais il y a aussi une autre méthode que les Européens n'utilisent pas encore parce qu'elle pose des problèmes moraux. C'est la méthode qu'on appelle ici du profiling, de définir à l'avance des profils de terroristes potentiels et d'accentuer les contrôles sur ces populations. C'est une méthode qui est difficile à mettre en place en Europe vu les mentalités, vu la loi. Ici en Israël, elle est déjà mise en place et elle apporte des résultats assez efficaces. C'est sans doute la raison pour laquelle le nom du terroriste n'a pas encore été identifié et révélé au public pour le moment. Alors évidemment, les réactions sont nombreuses. Je vous propose tout de suite de voir celle du Premier ministre britannique Theresa May. Elle était à l'intérieur du Parlement au moment de l'attaque. De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis évidemment ont réagi rapidement et comme à son habitude, Donald Trump a choisi de le faire via Twitter. Regardez. Au nom de l'amitié qui unit Paris et Londres, la Tour Eiffel s'est éteinte aux 12 coups de minuit.
En France, les hommages aux victimes de l'attentat de Westminster se sont multipliés. Parmi les premiers à réagir, le président de la République, en marge d'un déplacement à Villepinte. Mon intention est d'abord de faire en sorte que nous comprenions bien que le terrorisme nous concerne tous. Et la France, qui a été si frappée ces temps derniers, peut savoir ce que le peuple britannique a comme souffrance aujourd'hui. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve s'est dit solidaire des Britanniques, terriblement frappés, tout en faisant part de son soutien aux 3 lycéens français qui figurent parmi les blessés de l'attaque. Soutien, solidarité, comme le relève cet internaute, les candidats à l'élection présidentielle adoptent tous le même ton. Partout en Europe, les chancelleries ont également réagi, comme la chancelière allemande Angela Merkel qui apporte son soutien aux amis britanniques et à tous les habitants de Londres, ou la première ministre écossaise Nicola Sturgeon qui exprime ses condoléances aux familles. Au-delà des frontières de l'Europe, Justin Trudeau condamne le lâche attentat de Londres, rappel douloureux de l'attaque survenue au Parlement d'Ottawa en 2014. C'est un Premier ministre canadien ému qui déclare ainsi à la Chambre des communes. La scène est bien trop familière aux membres de cette Chambre qui étaient là il y a 2 ans et demi. Côté américain, le président Donald Trump s'est entretenu avec la première ministre britannique pour lui présenter ses condoléances. Les États-Unis, qui s'appliquent à renforcer leurs relations avec le Royaume-Uni, ont été hier les premiers à réagir. Nous condamnons l'attaque de Westminster que le Royaume-Uni considère comme un acte de terrorisme. Et nous saluons la réponse rapide de la police britannique. Nos pensées et nos prières vont vers les victimes. Washington promet au Royaume-Uni sa pleine collaboration pour répondre à l'attaque et traîner les coupables devant la justice. Alors, on vient de le voir, la tour Eiffel s'est éteinte à minuit. En Israël, beaucoup d'émotions aussi à la suite de cet attentat. La façade de la mairie de Tel Aviv a été illuminée aux couleurs de l'Union Jack, le drapeau du Royaume-Uni, en guise également de solidarité. Eric Aldezos. L'Union Jack éclaire la mairie de Tel Aviv. La grande ville israélienne affiche son soutien au peuple britannique après la terrible attaque terroriste survenue à 2 pas du Parlement de Londres. Une initiative bien accueillie par les Israéliens. Je pense que c'est une bonne chose qu'Israël soit toujours très proche du peuple britannique et que nous essayions tous de lutter contre la terreur dans le monde entier. Ce qui s'est passé ce soir à Londres est juste honteux et je suis très fier que nous projetions ici sur le bâtiment municipal de Tel Aviv le drapeau anglais. Je suis absolument ému et je me sens très solidaire du peuple britannique et nous sommes de tout cœur avec eux. Un usage observé dans toutes les capitales occidentales. Pour certains Israéliens, c'est aussi un espoir que les habitants des pays touchés par ces actes de terreur comprennent mieux la réalité vécue dans le pays. Je pense que c'est un formidable geste de la part de Tel Aviv. J'espère que les gens à Londres, en Angleterre, peuvent ressentir ce que nous ressentons presque chaque jour quand nous avons beaucoup d'attaques terroristes ici en Israël. Nous n'obtenons jamais de soutien et sommes toujours blâmés. Et maintenant, ils peuvent voir que nous vivons aussi dans une sorte de peur. Et nous voulons que le soutien soit mutuel, comme nous les soutenons en mettant un drapeau énorme au milieu de Tel Aviv. J'espère que la prochaine fois que quelque chose nous arrivera, ils nous soutiendront. Une demande en guise de message lancée au monde. L'attentat du mercredi 22 mars est le plus sanglant commis sur le sol anglais depuis ceux du 7 juillet 2005. Et dans ce drame, dans la confusion, un geste, celui d'un député britannique portant secours aux policiers blessés. Ce geste a été immortalisé par un journaliste politique. Tobias Ellwood, c'est son nom, sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, a été photographié à proximité de Westminster en train de reproduire des gestes de réanimation cardio-pulmonaire sur l'officier poignardé. Malheureusement, ça n'a pas suffi. La victime est morte des suites de ses blessures. Regardez. L'image a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Tobias Ellwood est devenu le temps d'un instant, malgré lui, un héros. Alors que le policier en faction devant le Parlement venait d'être poignardé par l'assaillant, le sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères s'est précipité pour lui porter secours. Ignorant les consignes de la police qui lui disaient de se mettre à l'abri, cet ancien militaire a tout tenté. Bouche à bouche, massage cardiaque, compression pour stopper les saignements de la victime. Des gestes qui n'ont pas suffi à sauver le blessé. Malgré les efforts de l'homme politique, la victime n'a pas survécu aux coups de couteau qui lui ont été portés. Mais cet acte de bravoure a suscité l'admiration. Tout un symbole pour lui quand on sait que le parlementaire a perdu son frère dans un attentat à Bali en 2002. Après ce geste empreint d'héroïsme,
Tobias Ellwood a fait l'unanimité et l'ensemble de la classe politique britannique n'a pas manqué de le saluer. Et puis nous allons vous raconter cette histoire absolument incroyable des touristes qui ont été bloqués pendant plusieurs heures sur la grande roue de Londres au pied de laquelle ont eu lieu l'attentat. Une longue attente qui a causé beaucoup d'anxiété, mais finalement ces amateurs de sensations fortes ont retrouvé la terre ferme. L'attentat vu du ciel, c'est le sujet que vous propose Sarah Jamy. Regardez. C'est au cœur de Londres, dans l'une des attractions les plus fréquentées, le London Eyes, que certains ont vécu le drame. Bloqués à l'intérieur des capsules de cette grande roue londonienne pour garantir leur sécurité, certains visiteurs n'étaient pas au courant des différentes attaques terroristes qui venaient de se dérouler. Quelque chose semblait bizarre. On a vu quelques bateaux de la police et puis nous avons regardé en direction du pont et nous avons réalisé que tout autour de nous, tout avait été arrêté. Il y avait beaucoup de personnes qui couraient, alors nous avons compris que quelque chose se passait, mais on ne savait pas quoi. De Westminster à Trafalgar Square, c'est tout le quartier touristique de Londres qui a été plongé dans un silence étrange. Seules les ambulances et les voitures de police circulaient. C'est une ambiance que la capitale britannique n'avait pas connue depuis les attentats de 2005, qui avaient causé la mort de 56 personnes. Et Londres qui avait été relativement épargnée ces dernières années, mais la capitale britannique avait déjà été durement touchée par le terrorisme en 2005, par la série d'explosions dans les transports en commun. On se souvient tous également de l'attaque monstrueuse d'un militaire britannique égorgé en pleine rue en 2013, Léa Berdugo. Le 7 juillet 2005, le cœur de Londres bascule dans l'horreur. 3 explosions surviennent à quelques minutes d'intervalle dans le métro, alors que la capitale accueille les Jeux Olympiques. Le bilan est lourd, 56 morts et 700 blessés. Les noms des 4 auteurs sont rapidement dévoilés. Britanniques, ils n'étaient pas connus des services de renseignement. Al-Qaïda revendique l'attaque. 7 ans plus tard, le 22 mai 2013, un acte terroriste islamiste horrifie le Royaume-Uni. 2 hommes renversent un militaire, le percutent de plein fouet et lui brisent le dos. Ils sortent ensuite de la voiture pour l'égorger et le décapiter, en y parvenant presque. L'un des assassins a expliqué vouloir venger les musulmans tués par des soldats britanniques. Décembre 2015, un homme blesse au couteau 2 personnes dans une station de métro de l'est de la capitale. Une attaque intervenue quelques jours après la décision du Royaume-Uni de s'engager en Syrie. Des témoins ont entendu l'agresseur justifier son acte en déclarant « c'est pour la Syrie ». Août 2016, Russell Square, en plein cœur de Londres. Une Américaine est tuée et 5 autres personnes blessées dans une attaque au couteau. Très rapidement, un jeune homme de 19 ans est arrêté. D'abord privilégié, la piste terroriste est ensuite écartée. L'auteur de l'attaque ne montrait aucun signe de radicalisation et souffrait de problèmes mentaux. Alors l'enquête est en cours, mais Scotland Yard n'écarte pas l'hypothèse d'une attaque qui visait le Parlement britannique, tout un symbole pour la vieille démocratie britannique. Mais aujourd'hui, on craint que d'autres sites symboles de la liberté ne soient également visés partout dans le monde. On se souvient des menaces qui ont pesé sur la Tour Eiffel. Julie Ebeau revient sur les principaux sites menacés. Regardez. Symbole politique, économique et de liberté, depuis plusieurs années, les bâtiments institutionnels et autres infrastructures officielles deviennent des cibles privilégiées des attaques terroristes. L'objectif des djihadistes, toucher le cœur du pouvoir et celui de la culture occidentale, considérés comme les ennemis de l'islam. Elles abritent les infrastructures gouvernementales, les sites officiels et les institutions économiques. Des cibles stratégiques depuis l'attentat du World Trade Center du 11 septembre 2001 à la fusillade au Parlement d'Ottawa le 22 octobre 2014, où un homme connu des services de renseignement canadiens avait tué un militaire et tiré plusieurs coups de feu dans l'enceinte du Parlement avant d'être abattu par le chef de la sécurité. Le musée du Louvre a lui aussi été ciblé par une attaque terroriste le 3 février dernier, où un terroriste islamique radical armé d'une machette s'en est pris à 4 militaires patrouillant dans le carrousel du Louvre. Arrêté, le terroriste est aujourd'hui en prison. D'autres sites officiels sont régulièrement menacés comme la Maison Blanche à Washington ou encore la Tour Eiffel à Paris. Hier, c'est le Parlement de Londres, Big Ben, Westminster et Trafalgar Square qui ont été ciblés. Des zones touristiques fortement fréquentées, autant de lieux emblématiques qui constituent le cœur battant de la plus vieille démocratie du monde et les symboles de la culture européenne et occidentale. Après Paris, Bruxelles et Berlin, Londres fait partie de la triste liste des capitales visées par les terroristes.
Et Daesh qui vient tout juste de revendiquer cet attentat de Londres. Que cherchent les terroristes, Maurice Ifergan? Et précisément ce qu'ils cherchent, Valérie, ce sont ces images qu'ils recherchent, ces images de Big Ben, ces images de la Tour Eiffel, ces images du World Trade Center. C'est pour eux un bénéfice monumental, un impact monumental. Si imaginez un attentat dans le 9-3, on verra jamais beaucoup d'images à la télévision. Un attentat près de Westminster et de Big Ben, un attentat à côté de la Tour Eiffel ou un attentat près d'un bâtiment célèbre, c'est ça qui est pour Daesh la cible principale. Merci beaucoup, on se retrouve dans quelques instants. Beaucoup d'émotions après cet attentat abominable à Londres qui vient juste d'être revendiqué par Daesh. Restez avec nous dans quelques instants. Israel Inside, nous parlerons du voyage de Richard Gere, l'acteur américain à Hébron. Ne bougez pas.